Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, chef? Alors là, c'était une petite conférence sur les opportunités SEO 2023. C'est une petite conf que moi j'aurais bien aimé avoir au début en fait. L'idée c'est de voir un peu quelles sont les monétisations qui marchent aujourd'hui, pourquoi, comment choisir un peu ta monétisation, parce que finalement c'est ça qui est important. Ouais. Quand tu es à ton compte, on s'en fout un peu du trafic, quoi, c'est vraiment la thune qui rentre. Et puis voir un petit peu après mon process que moi j'utilise sur les deux monétisations que je préfère, on va dire. Ok, lourd. Bah franchement, si t'es chaud, on peut commencer maintenant et je reviendrai pour les Ok, questions-réponses. à tout Yes. à l'heure, ouais, merci. Bonjour à tous, du coup, bienvenue sur cette petite conférence où on va parler justement des opportunités SEO qu'on va pouvoir exploiter en 2023. Moi, petite présentation, du coup, j'ai commencé le SEO en 2020, du coup en agence, dans une agence de marketing à Rennes, pile au moment du Covid en fait. Donc, grosso modo, j'étais à fond là-dessus parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était pendant le confinement. Et du coup, j'étais en agence au début, du coup, plus sur un format client. Et j'ai bossé, enfin, au début, j'étais en stage, après alternance et après CDI. Et du coup, j'ai pas mal poncé la partie prestation, mais en parallèle aussi de ça, dans l'agence, on montait un petit PBN. Et c'est du coup un peu à ce moment-là que j'ai eu le petit déclic, let's go pour faire des petits sites à côté. Et du coup, ouais, un an et demi à peu près, j'ai commencé à monter mes premiers sites, qui étaient du coup un site de drop au début et un petit site d'affi. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai commencé à développer plusieurs sites sur plusieurs monétisations différentes. Et que du coup, ça a commencé à bien marcher et que je suis à mon compte, enfin, je suis en full édition depuis novembre 2022 maintenant, avec encore un tout petit peu de partie prestation pour des clients, mais vraiment la grosse partie de mon activité, c'est de l'édition de sites. Et du coup, aujourd'hui, ça fait une vingtaine de sites au global qui génèrent des revenus en ligne, du coup, principalement avec la vente de liens, la vente de leads et puis un petit peu AdSense, et puis un petit side business de location que j'ai voulu développer justement en faisant de la recherche d'opportunités comme on peut le faire avec le SEO. Et du coup, ça m'a permis de trouver ce petit side business que j'ai lancé assez récemment. Et du coup, si vous voulez me suivre sur Twitter, mon compte à gauche, c'est là où je parle un petit peu plus de SEO. Et mon compte à droite que j'ai lancé récemment, où je vais parler un petit peu plus justement de mon side business de location. Comment on gagne de l'argent aujourd'hui avec le SEO en 2023? Le but, là, comme je disais un petit peu avec Romain, c'est une conférence que moi j'aurais bien aimé avoir au début parce qu'il y a plein de monétisations différentes qui existent. Et en fonction de les compétences qu'on a, l'investissement en temps qu'on a à mettre, l'investissement en argent, en fonction de plein de critères, en fait, il y a des monétisations qui nous correspondent plus. Et moi, c'est un peu l'erreur que j'ai fait au début, enfin l'erreur ou l'expérience de tester. J'ai un petit peu tout testé en fait. J'ai fait du drop, j'ai fait de la vente de liens, de la vente de leads, j'ai fait de la FI, j'ai eu des résultats plus ou moins gros à peu près sur toutes les monétisations, ce qui me permet d'avoir quand même un petit aperçu de comment ça fonctionne sur toutes les monétisations. Et l'idée, c'est de vous montrer ça un petit peu dans cette conférence. Du coup, on va commencer par voir les différentes monétisations ensemble, les avantages, les inconvénients et est-ce que c'est facile ou non de se lancer. Et puis après, on va voir justement un petit focus sur la vente de liens et la vente de leads, voir comment moi je procède et comment vous pouvez lancer ça en 2023. Petite slide motivation avant de commencer. Pas besoin d'être un génie du web pour vivre de ces sites. Moi, franchement, j'ai pas de compétences techniques de fou. Grosso modo, j'ai des compétences classiques. C'est juste que je bosse régulièrement, je suis patient. Et au bout d'un moment, en fait, ça fonctionne. C'est vraiment les trois points importants pour moi. Tu dois être régulier dans ce que tu fais. Donc, à partir du moment où tu te lances sur un projet, tu dois taffer de manière régulière dessus. Même si tu peux pas travailler très longtemps sur tes projets chaque jour, travaille tous les jours sur tes projets et avance comme ça au fur et à mesure. Tu dois être patient parce qu'au début, tu vas pouvoir générer tes premières ventes quand même assez rapidement, peut-être au bout de 3 4 mois, voire même avant en fonction des motivations. Mais tu vas faire 50, 100, 200, 300 euros, donc tu n'auras pas de quoi vivre encore. Mais c'est vraiment cet effet de patience et d'effet cumulé sur toutes les actions que tu vas faire sur tous tes sites au fur et à mesure qui font que 2 3 ans plus tard, bah, tu commences à générer des revenus qui sont vraiment sympas et de manière plus passive parce que là, le gros du travail est fait. Après, c'est juste soit scaler, développer des nouveaux sites, mais tu as vraiment fait la grosse base du travail. Et le dernier point qui est important, vu qu'on est sur un sujet qui est le SEO, où il y a quand même beaucoup de modifications par rapport aux mises à jour et tout, c'est vraiment important pour moi d'apprendre, continuer à apprendre, que ce soit avec des formations, avec des coachings, avec ce que tu peux voir sur YouTube, sur Twitter, ou même toi-même en testant des choses. Et du coup, ce qui en découle d'apprendre, c'est aussi de tester par soi-même, parce que c'est bien d'avoir la théorie, mais le SEO, c'est vraiment des tests et de la pratique.
Alors, comment on gagne de l'argent aujourd'hui grâce au SEO? Je crois que ça fait 2 fois que je le dis d'ailleurs. Le premier point, Asynchrone en parlait très bien ce matin, c'est vraiment de bien choisir sa thématique. Aller sur une thématique grosso modo où il y a de l'argent. Pas forcément les plus concurrentielles, on les connaît tous, le casino, ce genre de choses, mais une thématique au moins où il y a de l'argent, où il y a des annonceurs qui ont des problèmes d'affiliation, où il y a des annonceurs qui achètent des liens, grosso modo, il y a du business. Je prenais l'exemple, si on fait un site, si on compare un site qui a 5000 clics par mois sur la thématique du casino et un site qui a 100 000 clics par mois sur la thématique des paroles de chansons, par exemple, bah, tu vas faire beaucoup plus avec un site casino, tout simplement parce que tu as plus d'opportunités de monétisation et les monétisations, enfin les payouts sur la niche du casino sont beaucoup mieux parce que sur la niche des paroles de chansons, tu vas peut-être faire du AdSense, tu vas peut-être faire de l'affiliation pour du Deezer, des choses comme ça, mais tu vas grosso modo pas générer beaucoup d'argent. Parce que c'est une niche où il y a pas de demande en termes d'achat de produits, ce genre de choses. Être à l'affût des opportunités aussi, toujours suivre s'il y a des nouveaux produits, suivre aussi le développement, enfin globalement les tendances, des nouveaux sports qui se développent en France. Par exemple, on a l'UFC qui se développe de plus en plus en France avec des combattants qui sont représentés sur la scène internationale. Bah, il y a potentiellement des places à prendre pour faire des médias, pour parler de ça, pour faire des sites d'affiliation, parce qu'automatiquement, il y a plus de personnes qui vont se lancer dans les sports de combat. Donc, il y a toujours des nouvelles opportunités, que ce soit au niveau des produits, des niches, des partenaires aussi. Un partenaire qui va arriver sur une nouvelle niche, qui va pas forcément du coup avoir de business directement, il va être prêt potentiellement à faire des commissions mieux qu'un acteur avec lequel vous travaillez déjà, qui a déjà un réseau, qui a déjà un flux de leads assez régulier. Un nouveau sur le marché, il va être potentiellement prêt à faire des concessions sur sa marge pour créer au fur et à mesure un flux de leads. Donc ça peut être intéressant d'aller démarcher aussi tous les nouveaux partenaires quand vous êtes déjà sur une niche. Et puis les monétisations, par exemple AdSense qui n'était plus très utilisé à part sur les gros sites médias pour faire de l'argent, bah aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui se relancent sur AdSense, notamment grâce à Discover. Et du coup, il y a aussi un flux au niveau des monétisations qui tourne, des certaines monétisations qui marchent mieux à un moment et certaines monétisations qui marchent moins bien à un moment. Et le dernier point qui est vraiment important, ce que je disais à Crouman au début, tu dois vraiment être focus sur la monétisation parce qu'on s'en fout de faire du trafic. Quand tu es à ton compte, c'est toi qui génères tes propres revenus. Donc, tu dois vraiment être orienté sur générer de l'argent, générer du cash. Et tu dois combiner les monétisations. Et à partir du moment où un visiteur arrive sur ton site, tu dois tout faire pour, même si c'est gagner 1 centime par visiteur, tu dois tout faire pour gagner de la thune sur chaque visiteur qui rentre sur ton site. Alors c'est parti, on va commencer du coup par la vente de liens. Je vais expliquer rapidement, même si je pense que chacun sait à peu près comment ça fonctionne. La vente de liens, grosso modo, c'est un business model où on va venir vendre des articles sponsorisés avec un lien sortant vers le site d'un annonceur dans l'objectif que lui se positionne mieux sur une requête. Au niveau des potentiels de revenus, il y a moyen de faire beaucoup d'argent avec la vente de liens. Il y a des éditeurs en France qui font vraiment des gros chiffres en vente de liens tous les mois. Mais c'est aussi facile de faire très rapidement tes premiers 100, 500, 1000, voire 2 000, 3 000 € assez facilement. C'est un des business dans cette conférence qui est grosso modo le plus simple à lancer. En termes de difficulté, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est un process à suivre que je vais vous présenter après d'ailleurs, mais c'est un process assez simple à suivre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de difficultés. Il y a un marché qui est quand même assez gros en France, même s'il y a beaucoup d'acteurs. On peut assez facilement se différencier parce que la masse fait quand même des choses assez crades qu'il y a moyen de faire enfin, qu'il y a moyen d'être plus propre et du coup générer des ventes. C'est un business model très rentable parce qu'à part l'achat d'un domaine expiré, éventuellement quelques petits liens, quelques petits contenus, ou alors même si vous faites avec de l'IA, de la trad, c'est un business model où vous n'avez pas grand chose à investir. Et une fois que vous faites une vente, en fait, bah, grosso modo, à part rédiger un contenu, et encore parce que certaines plateformes le font à votre place, il y a très peu de frais pour lancer ce business. C'est pas le business forcément le plus durable parce que c'est très développé sur le marché français, mais grosso modo, ça marche pas de la même manière sur les marchés étrangers. Et c'est pas forcément ouais, le business le plus durable à lancer. Si on voit sur du moyen long terme, sur du 4 5 ans, ça risque, le marché de la vente de liens, pas forcément se péter la gueule, mais il y aura sûrement des virages, des choses un petit peu différentes. Surtout qu'on le voit quand même un petit peu que les liens ont de moins en moins de puissance au fur et à mesure. Et du coup, c'est vrai que les budgets des annonceurs, potentiellement, pourraient baisser au fur et à mesure sur de l'achat de liens. Mais ça reste quand même un business intéressant à lancer aujourd'hui, si c'est votre premier business à lancer en ligne et que vous avez besoin de faire du cash assez rapidement. C'est un business qui peut être un petit peu difficile à scaler parce que on peut faire 1000, 2000, même 3000, ça commence à être chaud quand même. Avec un seul site de vente de liens, on peut faire ce genre de somme, mais on peut pas faire 10 000 € par mois avec un seul site de vente de liens. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs sites
Et bah, ceux qui font vraiment des gros chiffres, c'est ceux qui ont beaucoup, beaucoup de sites. Et du coup, là, tu es obligé d'avoir des process très bien huilés, d'avoir des automatisations, d'avoir un bon process bien délégué pour pouvoir vraiment scaler fort sur la vente de liens. Du coup, comme je disais, business simple à mettre en place, grosse rentabilité. C'est aussi un business où c'est très facile à revendre. Les CA multiplicateurs sont un peu plus faibles que les autres business models comme l'affiliation, ce genre de choses, vu que c'est un peu moins durable. Mais ça se revend quand même très bien, que ce soit sur les plateformes ou sur Twitter, sur Facebook. C'est aussi possible assez facilement de combiner les monétisations. Généralement, les sites de vente de liens, c'est des sites édito. Du coup, on peut assez facilement faire du disco dessus. Il y aura forcément aussi des mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner, où vous allez pouvoir mettre de la FI. Du coup, ça peut faire une bonne, enfin, la majorité de votre CA avec de la vente de liens, un petit peu d'affiliation et puis un petit peu de disco quand ça pop. Les inconvénients, ça demande quand même un vrai délai quand on débute pour vraiment en vivre. Vous pouvez facilement faire vos 200 euros par mois, mais pour vraiment faire 2-3 000, il y a quand même un délai parce qu'il va vous falloir plusieurs sites. Un petit investissement nécessaire, comme je disais, domaine expiré. C'est pas forcément le business au plus long terme, donc ça, c'est quand même des inconvénients. Difficile de scale, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est surtout un business qui est peu intéressant en fait. Il y a assez peu de réflexion, de stratégie à mettre en place, des choses complexes. Il n'y a pas non plus une concurrence en mode il faut absolument que je sois premier sur ce mot-clé. C'est ça qui fait que la vente de liens, c'est pas un business très stimulant au quotidien. L'affiliation, pareil, je pense que vous connaissez tous, mais grosso modo, l'idée, c'est de se positionner sur des requêtes avis, meilleur, VS, des noms de produits, des noms de marques, des comparatifs aussi, pour présenter un produit, une solution, et recommander cette solution via des liens d'affiliation qui vont diriger directement vers votre partenaire. Et du coup, vous allez gagner des sous grâce aux commissions que vous allez toucher sur les ventes effectuées. Les potentiels de revenus sur l'affiliation, ils sont très gros. Il y a des sites d'affiliation qui génèrent des très grosses sommes tous les mois. Et du coup, là, c'est vraiment un gros business sur lequel il y a des très gros revenus potentiels à faire. C'est un business quand même plus difficile si vous allez sur des niches un peu plus concurrentielles, puisque automatiquement, il y a de la concurrence. On vise des mots-clés qui rapportent de l'argent, du coup, automatiquement, il y a quand même un petit peu plus de concurrence que sur de la vente de liens. Mais en ayant des bonnes stratégies, en cherchant des niches quand même pas trop concurrentielles, il y a toujours de la place à prendre, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est un business qui va quand même vous demander un certain investissement. Alors, pas forcément pour acheter un nom de domaine expiré, comme on disait sur la vente de liens, mais pour rédiger du contenu qui soit qualitatif, pour faire des campagnes de netlinking, peut-être pour avoir des rédacteurs, pour avoir un assistant virtuel si vous faites à côté de l'emailing, des réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a un investissement qui peut être plus élevé que sur la vente de liens, mais la rentabilité est quand même bonne parce qu'une fois que vous êtes positionné, en fonction des mots-clés, ça peut rapporter quand même pas mal de sous. C'est un business model qui est quand même très durable. L'affiliation, ça fait longtemps que ça existe. Il n'est pas forcément durable à très très long terme sur la partie SEO web site internet, mais ça peut être avec du YouTube, avec des alternatives, comme il en parlait un petit peu à SEO ce matin. Et c'est un business aussi où vous pouvez scaler assez fort, puisque une fois que vous avez du trafic, vous pouvez faire collecter des mails, faire des campagnes mail, lancer des réseaux sociaux, créer un vrai univers, une vraie marque autour de votre site d'affiliation. Les avantages, c'est qu'il y a la possibilité de faire quand même des gros revenus avec un seul site, ce qui est plus difficile de faire avec la vente de liens. Potentiel de revente élevé, c'est des sites qui se revendent très bien avec un bon CA multiplicateur. Et comme je disais, possibilité de créer un vrai écosystème autour de son site, créer une communauté, une newsletter, faire de la vente de formation, de la vente d'infoproduits, exactement comme le site des makers, par exemple, d'Asynchrone. Il y a possibilité de créer une vraie marque, un vrai écosystème autour d'un site. Les inconvénients, c'est que les résultats sont quand même plutôt longs pour commencer à générer des revenus assez sympas en fonction des niches que vous allez choisir. La concurrence peut être très forte sur certaines niches. Évidemment, les niches où ça rapporte beaucoup d'argent, il y a déjà des acteurs qui sont en place depuis très longtemps, qui ont des grosses stratégies, du coup, ça va être difficile de venir les déloger. Et qu'il y a aussi, c'est plus difficile de se positionner sur les mots-clés génériques. À FISIO, on parlait très bien ce matin, puisqu'il y a un changement d'intention généralement sur les mots-clés génériques, où avant c'était possible par exemple de se positionner sur tondeuse à gazon. Aujourd'hui, ça va principalement être des sites e-commerce, et c'est pour ça que la stratégie d'affiliation e-commerce d'AffiliSEO est pertinente pour pallier à ça. Le dropshipping, là, pareil, je pense que vous connaissez tous. C'est un business model où on va créer des sites, on va sélectionner une niche, on va créer un site avec plusieurs catégories dessus, sur lesquelles chaque catégorie va avoir pour objectif de se positionner sur un mot-clé plutôt générique. Et puis après, avec les fiches produits, on va aller chercher des mots-clés de très longue traîne. Et du coup, l'idée, c'est tout simplement de vendre des produits qu'on va avoir avec un fournisseur. Généralement, c'est du AliExpress, Alibaba, mais on peut aussi
trouver des fournisseurs en France. Potentiel de revenus, il y a moyen de faire quand même des jolis revenus avec le dropshipping, notamment pendant le Q4 qui arrive bientôt. Peu importe le produit, moi justement c'était le premier site que j'avais lancé en dropshipping sur une niche vraiment à la con. Et pendant le Q4, j'avais quand même eu des résultats plutôt sympas et assez rapidement. Du coup, il y a vraiment des trucs sympas à faire en dropshipping. C'est juste que c'est assez différent par rapport aux autres monétisations un peu plus passives qu'on peut avoir. C'est relativement simple en termes de difficulté à lancer. Shopify aujourd'hui ou même WooCommerce, ça se manie très bien. Il y a plein de tutoriels. Il suffit de choisir une niche où il n'y a pas trop de concurrence, de faire un bon site bien thématisé avec quelques BL et ça part assez rapidement. Le problème, c'est plutôt la rentabilité parce que là, vous allez avoir des frais et du coup, la marge est moindre par rapport à un lien que vous allez vendre 80 et vous allez prendre 75 de marge. Là, vous allez prendre un produit vous allez le vendre 50, vous allez l'acheter 25-30. Vous allez avoir une marge de 20 euros avec les taxes et tout. Il reste quand même un petit peu, enfin, il reste pas grand chose. C'est le business model pour moi un des plus durables parce que, enfin, durable en termes de, ça va fonctionner, ça va continuer à fonctionner sur Google parce que tout simplement Google aime les e-commerce et c'est ce qui met le plus en avant dans les résultats de recherche. Et c'est un business aussi parce qu'un petit peu comme l'affiliation qu'on peut assez facilement scaler. Pareil, en créant un univers autour de sa marque, en créant une communauté, en faisant du SMS, des campagnes SMS, du emailing, tout ça, il y a vraiment moyen de décupler ses revenus en faisant des campagnes ads. Il y a plein de choses à faire sur du dropshipping. Les avantages, comme je disais, Google, il aime les e-commerce, donc il n'y aura pas de contraintes, on va dire, pour se positionner par rapport à l'affiliation. Il va falloir utiliser des moyens détournés avec l'affiliation e-commerce. Possibilité de multiplier les canaux d'acquisition. Vous pouvez faire un site de dropshipping avec en source d'acquisition principale le SEO et au fur et à mesure réinvestir les ads, réinvestir vos gains pour faire des ads, pour lancer des comptes sur Pinterest, sur les différents réseaux sociaux. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, votre site va grossir, va devenir de plus en plus gros. Et pareil, après, on aura du coup une possibilité de revendre assez facilement ce type de site et possibilité de créer une vraie marque, comme je disais tout à l'heure. Inconvénient, c'est un des business models les moins passifs par rapport à ceux que je vais présenter parce que tout simplement, il y a l'aspect SAV, l'aspect gestion, retour client à faire, même si c'est des choses qui peuvent être déléguées. C'est quand même quelque chose que vous devez gérer obligatoirement sur votre site de dropshipping ou votre site e-commerce globalement, qu'on va pas forcément avoir sur d'autres business models. Ça va potentiellement demander plus d'investissement que d'autres business models, surtout en temps, même si aujourd'hui il y a moyen de faire beaucoup d'automatisation. Il y a pas mal de choses à faire sur un e-commerce. Le process est un petit peu plus long. Tout ce qui va être import des produits, mise en place des catégories, les images, créer un vrai branding, ce genre de choses sur votre site, mais ce qui est aussi assez stimulant, donc ça c'est intéressant. Et justement, ça en découle aussi un petit peu, c'est savoir bosser sur de la masse, parce que par rapport à un site de vente de liens, vous allez faire 50 pages avec de l'IA, ce qui est assez simple, assez rapide à gérer. Là, vous allez potentiellement devoir intégrer 300 fiches produits, avoir du contenu pour ces fiches produits, avoir des bonnes images, intégrer en masse vos différents produits. Il faut savoir tout simplement bosser sur de la masse parce que si on fait tout ça à la main, ça prend beaucoup de temps et vous n'allez pas forcément être rentable au final. Quatrième business model, on va parler de Discover et évidemment associé à AdSense. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'aller pop sur Discover, du coup sur des articles Discover, soit sur des sujets d'actualité ou sur des sujets un peu plus evergreen. Et vu qu'il y a des potentiels de gros trafic avec Discover ou Google News, on peut monétiser ça avec Google AdSense, du coup avec la publicité. Et si on arrive à atteindre des gros volumes de trafic, ça peut être vraiment très rentable. Parce qu'encore une fois, il y a des éditeurs qui font des gros chiffres avec Discover. Et du coup, c'est un business model qui est intéressant en termes de revenus, mais qui quand même a certaines contraintes. En termes de difficulté d'accès, c'est pas forcément un business model que je recommanderais à un débutant. Il y a des contraintes quand même pour pouvoir sortir dans Discover, que ce soit en termes de web perf, en termes de signaux utilisateurs, c'est quand même mieux d'avoir des sites qui ont déjà des volumes de trafic qui sont plutôt intéressants pour pop et surtout pour faire des gros volumes de trafic. C'est un business model qui est rentable, mais il y a quand même pas mal de frais associés parce qu'on va le voir après, mais c'est un business model qui est assez énergivore, qui va vous demander beaucoup de publications d'articles sur plusieurs sites. Et du coup, vous êtes obligé de soit déléguer, soit avoir beaucoup d'automatisation, enfin vraiment avoir un process bien huilé, ce qui fait que vous allez avoir des charges assez élevées par rapport à d'autres business models comme la vente de liens. Potentiellement
Publier 15 contenus par jour sur 3 sites différents, ça va quand même demander des gros investissements en termes de contenu, en termes de rédacteurs. Et du coup, il y a intérêt d'avoir des résultats derrière pour avoir une bonne rentabilité. En termes de durabilité, on ne sait pas trop pour l'instant. On avait des craintes sur le fait que ça soit réservé aux gros médias. Finalement, il y a des petits moyens sites qui quand même arrivent à faire des bonnes performances dans Discover. Donc pour l'instant, ça reste un business qui fonctionne. On n'a pas trop de vision sur l'avenir si Google va filtrer ça de plus en plus pour des sites qui sont vraiment orientés médias, mais pour l'instant, ça fonctionne. Scalabilité, c'est pareil. C'est difficile de scaler parce que là, c'est pareil, il va falloir avoir soit plusieurs sites ou soit arriver à aller chercher des gros volumes de trafic. Et du coup, pareil, avoir vraiment un process bien huilé derrière pour pouvoir tenir la cadence sur le court terme, c'est plutôt simple. Faire 15 articles par jour sur une semaine, ça va, mais le faire sur une année, c'est plus compliqué. Les avantages, le principal avantage vraiment de Discover, c'est que ça va très vite par rapport au search classique. Il n'y a pas forcément de délai de 2 3 mois pour commencer à avoir du trafic. Là, ça peut aller assez rapidement. Les potentiels de revenus sont vraiment gros. Il y a des éditeurs qui font du 1000, 2000, 3000 euros par jour sur AdSense. Donc c'est pareil, c'est quand même des gros revenus. Et encore une fois, possibilité de multiplier les différentes monétisations en mettant en place de la vente de liens, en mettant en place de l'AFI, en fonction des sujets que vous allez pousser sur vos différents sites. Les inconvénients, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, que ce soit sur les recherches de sujets tous les jours, sur la rédaction des contenus, la publication, la planification de tout ça sur les différents sites, parce qu'il y a vraiment un taf pour gérer tout ce pôle de contenu qui doit être publié aux bons horaires, avoir les pushs derrière, et puis aussi suivre la concu de manière quotidienne et suivre les sujets tendances pour pouvoir toujours avoir les bons sujets. C'est orienté quand même principalement pour les sites qui sont orientés édito, donc les sites vraiment de contenu encore plus pour les médias, même si on a vu que c'est possible de pop sur Discover, sur des e-commerce un peu plus nichés. Vraiment, les gros trafics se font principalement sur les sites médias et les sites édito. Et c'est vraiment un business model où c'est obligatoire de savoir déléguer et d'avoir des process vraiment bien en place si vous voulez tenir sur le long terme. Parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de travail au quotidien à faire sur la recherche de sujets, la publication des articles, la planification, etc. La vente de leads, donc là, l'idée, ce business model-là, c'est tout simplement d'aller identifier des thématiques, des niches où il y a des artisans, des partenaires, des annonceurs qui recherchent des leads. Donc ça peut être dans le domaine de la maison, dans le domaine des logiciels, dans le domaine du sport, ça peut être pour plein de choses. Et nous, on va se positionner en fait comme un vrai site. Donc on va créer un site sur ces thématiques-là. Et on va du coup aller chercher à se positionner sur toutes les requêtes prix, toutes les requêtes qui vont grosso modo, enfin, on peut aussi avoir de la localité, mais toutes les requêtes qui vont être liées à ce secteur d'activité pour générer du lead. Et derrière, l'idée, c'est de trouver un partenaire et de lui revendre ses leads avec deux, trois manières de monétiser qui sont possibles. Soit on fait une commission sur les devis signés, soit on fait un coût par lead, ou ça peut aussi être un format un peu abonnement en mode vous mettez les coordonnées du partenaire sur votre site et du coup, lui, il vous paye mensuellement un tarif euh, grâce à l'affichage de ces coordonnées sur votre site. Au niveau des potentiels de revenus, c'est quand même plus, enfin, sur moi, ce que je vois, c'est quand même plus difficile de faire des gros revenus avec des ventes de leads. Mais c'est un business model qui est quand même plutôt simple et qui est intéressant parce que c'est un vrai partenariat au final avec un artisan, avec un professionnel, ce qui fait qu'il y a un vrai échange sur les stratégies à mettre en place pour que ça convertisse mieux, pour avoir plus de leads. Et c'est un business model que du coup, moi, j'aime plutôt bien, même si les revenus sont pas, sont quand même intéressants. On peut facilement faire 1000, 2000, 3000 euros par mois avec des sites de vente de leads. Mais atteindre vraiment des gros revenus sur des sites de vente de leads, ça me paraît plus compliqué. À part si on va sur des grosses niches, toujours tout ce qui va être rénovation énergétique, enfin tout ce qui va être lié avec les aides de l'État. Là, il y a vraiment des grosses demandes, mais c'est des niches plus saturées aussi. Au niveau de la difficulté, du coup, c'est un business model plutôt simple. Si on choisit les bonnes niches, c'est plutôt simple de se positionner sans grands efforts en termes de contenu, de netlinking. Il y a vraiment de la place à prendre là-dessus. La rentabilité, pareil, elle est bonne parce que à part si vous fonctionnez sous forme d'annuaire, vous allez chercher toutes les villes en France potentiellement ou sur une zone géographique. Il ne va pas y avoir forcément beaucoup de pages à créer, ce qui fait que l'investissement il est assez faible et la rentabilité derrière elle peut être bonne. Si vous êtes sur des devis, des gros devis à plusieurs centaines de milliers d'euros et potentiellement vous avez une commission à 3 4%, il suffit de faire un devis par mois signé et déjà vous faites des bons chiffres d'affaires sans grand travail en fait.
La durabilité, c'est un petit peu comme l'affiliation, c'est un business model qui existe depuis longtemps et qui était là avant, qui sera là, qui est présent maintenant et qui sera sûrement là encore dans l'avenir. Donc c'est quand même un business model plutôt durable. Et par contre, c'est plus difficile de scale parce que les opportunités en termes de niche sont quand même pas énormes par rapport à l'affiliation, ce genre de choses. Et c'est toujours en fait, à partir du moment où on est premier, on peut toujours travailler la conversion, ce genre de choses, ou créer d'autres sites. Mais la scalabilité vraiment à grande échelle est un petit peu plus compliquée. Les avantages, on peut avoir des résultats assez rapides. Sur des niches où il n'y a pas grand monde, c'est assez facile de se positionner. On peut avoir nos leads assez rapidement. Peut-être au bout d'un mois, on peut avoir nos premiers leads, que ce soit du lead mail ou du lead par téléphone. Il y a pas mal de niches qui sont peu concurrentielles parce que la majorité des éditeurs sont quand même axés sur des monétisations, vente de liens, affiliation, AdSense, ce genre de choses. Mais enfin, je connais assez peu de gens, moi, qui font de la vente de leads. Et il y a quand même pas mal d'opportunités à prendre là-dessus. Et ça offre plein d'opportunités business, ça c'est assez intéressant lorsqu'on fait la recherche de partenaires. Parce que je vais y revenir dessus après, mais quand on fait de la recherche de partenaires, on va prendre son téléphone. Moi, je travaille quasiment exclusivement en direct, donc on va aller chercher des partenaires en direct. Et généralement, bah, ça va être des artisans, des personnes qui n'ont pas la connaissance du SEO, du fonctionnement d'Internet au global. Et du coup, il y en a certains, moi ça m'est arrivé de vendre des prestats en faisant de la recherche de partenaires, de vendre des prestats de création de site, de prestations SEO pour des mecs qui finalement se sont rendus compte que c'était intéressant et du coup, en plus de faire de l'apport d'affaires pour eux, bah, je leur ai créé des sites internet, fait des prestations SEO pour leur propre site ou pour d'autres activités. Donc ça peut apporter plein d'opportunités business et ça, c'est assez intéressant. Les gros inconvénients de la vente de leads, c'est la recherche de partenaires. Bah, arriver tout simplement à. Il y a quand même un taf de pédagogie à ce que le partenaire comprenne ce que vous faites, à les appeler, à les trouver, à conclure un deal rentable avec eux. Les niches restent quand même assez limitées sur les niches avec les gros devis. Il y en a plein, mais c'est pas un vivier énorme par rapport à l'affiliation au dropshipping. Et pour moi, le plus gros inconvénient, c'est vraiment l'implication du partenaire. Parce que même si vous lui envoyez toujours des leads et si vous fonctionnez à la commission sur devis signé, bah, tant que vous avez pas signé, enfin, tant que le partenaire n'a pas signé un devis, vous n'avez pas gagné d'argent. Du coup, il y a vraiment un travail sur l'implication du partenaire. Rien que ce soit, bah, qu'est-ce que lui peut vous faire comme retour d'expérience pour améliorer la conversion, est-ce que lui, comment il traite ses leads derrière? On sait qu'un lead, par exemple, si là j'ai un lead à 15h30 et je l'appelle directement à 15h31, le lead il est vraiment bouillant, il vient de remplir le formulaire. Alors que si je l'appelle dans 2 semaines, il y a de grandes chances que le lead soit passé à autre chose et que son taux, on va dire, de potentielle conversion, il soit beaucoup plus faible. Donc si on a un partenaire qui est à fond qui est au taquet vraiment sur le traitement des leads, c'est top. Si on a un partenaire qui met un petit peu plus de temps, c'est compliqué. Il faut que je trace parce que je vais être en retard. Sixième business model, on a tout ce qui est achat-revente de sites. Ça, c'est pareil, il y a potentiellement moyen de faire pas mal d'argent avec ça. L'idée, c'est d'acheter tout simplement des sites, soit qui tournent déjà ou soit qui ont un potentiel. Et puis derrière, soit ça peut être juste changer les monétisations, changer les partenaires, changer les régies d'affiliation, et du coup avoir tout simplement augmenté le chiffre d'affaires comme ça assez rapidement. Ou alors faire des optimisations SEO, aller chercher plus de trafic, plus de leads, plus de conversions, et du coup augmenter aussi de cette manière-là le chiffre d'affaires du site. Du coup, là, c'est un business model où tout simplement l'idée, c'est d'identifier des sites qui ont un potentiel, les acheter, faire des optimisations et les revendre, ou potentiellement même les garder. Les potentiels de revenus là-dessus, c'est pas forcément, on peut pas forcément dire de chiffres mensuels parce que ça va dépendre pas mal des opportunités, mais on peut faire des jolis coups en achetant un site internet. Moi, ça m'est arrivé justement sur un site de vente de leads que j'avais racheté 2500 balles. J'ai changé le partenaire, j'ai bossé un petit peu le SEO, la conversion. Et avec l'ancien partenaire, on ne faisait pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de conversion. Et je suis assez facilement passé à 800 et après à 1200 balles par mois. Et du coup, c'est un site que j'ai acheté 2005. Et 3 mois après, il me faisait déjà 1000 balles par mois. Et du coup, bah, le potentiel de revente, déjà, il est bon et j'ai assez rapidement rentabilisé le site. C'est quand même un business model assez difficile parce que vous allez devoir avoir des compétences sur enfin déjà sur l'analyse pour identifier si un site c'est une bonne opportunité ou pas, et aussi sur l'optimisation derrière à faire, que ce soit sur la conversion, la recherche de partenaires ou alors le SEO global. C'est un business model qui peut quand même être assez rentable malgré que bah, il y a des charges en France et ce qui fait que vous allez bien devoir calculer la rentabilité finale et vraiment le bénéfice que vous allez faire entre les coûts, enfin l'achat du site, les optimisations et la revente. Mais il y a moyen de faire des jolis coups quand même sur ce business model, acheter des sites à quelques centaines ou à quelques milliers d'euros et les revendre après à des dizaines de milliers d'euros, ça peut être plutôt pas mal.
C'est un business model qui est très durable. Grosso modo, c'est un petit peu comme de l'immobilier, acheter un bien, le retaper, le revendre. C'est d'ailleurs ce que fait principalement Théophile Hélier aujourd'hui, c'est qu'il rachète des business web au global, pas forcément des sites internet. Et après, lui, avec ses équipes et ses méthodes, il scale et après il revend. C'est vraiment son business model principal aujourd'hui. Et par contre, c'est un business model qui est difficile de scale parce que vous êtes totalement indépendant des opportunités qui sortent sur le marché. Donc vous pouvez pas dire le mois prochain, je rachète 10 sites et j'en relance 10. Ça va vraiment dépendre de ce qui sort sur le marché, des opportunités. Les avantages, c'est qu'on peut générer des plus-values assez rapidement, comme l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure. On peut facilement augmenter la valeur d'un site si on a les compétences, donc changer de monétisation, bosser sur la conversion, trouver un meilleur partenaire. Potentiellement un site de vente de liens qui fait uniquement de la vente de liens, qui a déjà fait quelques pops dans Discover, je sais pas moi, qui a 600 clics par jour, bah, sur une bonne thématique, vous rajoutez du AdSense, ça va déjà vous rapporter peut-être une dizaine d'euros en plus par jour. Si ça pop dans Discover, vous pouvez faire quelques pics, bah voilà, automatiquement, là, assez facilement, vous avez ajouté 300, 400, 500 balles en plus par mois juste avec AdSense. Donc automatiquement, votre site a pris la valeur, vous allez le rentabiliser plus vite et vous allez pouvoir le revendre plus cher. Les inconvénients, c'est qu'il faut trouver des bonnes opportunités régulièrement. Ça, c'est le plus compliqué, même s'il y a les plateformes et tout, ça demande du temps et ça dépend vraiment du marché. C'est nécessaire d'avoir des bonnes compétences, soit pour augmenter le trafic, soit pour améliorer la monétisation. Et c'est nécessaire d'avoir déjà un budget de départ, donc pas forcément, enfin, c'est même pas du tout pour moi adapté pour un débutant parce qu'il n'aura pas forcément les compétences ni le budget. Et la septième monétisation, c'est tout simplement vendre des prestations. Donc là, bah, c'est faire de la prestation, que ce soit en mode freelance ou en mode agence, pour des clients pour améliorer leur présence en ligne via le référencement naturel. Les potentiels de revenus sont très gros, hein, bah, c'est un modèle agence, un modèle freelance, malgré que vous allez pouvoir être limité justement si vous restez sur le modèle freelance tout seul sans déléguer, parce que vous allez vendre votre temps et au final votre temps est limité même si vous avez des gros TJM. La difficulté, pour moi, elle est plutôt moyenne. C'est surtout la difficulté de trouver des clients. Si vous avez les compétences, après, c'est censé aller rouler. Enfin, c'est censé rouler. Et de fil en aiguille, vous allez vous faire un réseau, vous allez faire du bouche à oreille et ça va marcher de manière un petit peu plus naturelle. C'est très rentable parce que vous avez assez peu de frais. C'est durable aussi parce que bah, les, les, les annonceurs ont toujours besoin d'améliorer leur visibilité sur les moteurs de recherche. Donc, il y aura toujours pour moi de la demande sur ces parties-là. Et c'est plus difficile de scale parce que, comme je disais, bah, si on est tout seul, il faut qu'on passe en mode agence, il faut qu'on délègue, il y a des grosses choses à mettre en place, quoi. Les avantages, c'est qu'on a peu de coûts. Donc, comme je disais, juste grosso modo, les outils, limite, si vous avez un VR, un assistant virtuel, un truc comme ça peut ajouter des coûts, mais ça reste relativement faible. On peut faire des revenus assez rapidement. Je ne sais pas, moi, si vous prenez votre téléphone, demain, vous appelez tous les artisans de votre ville et vous leur proposez un contrat de référencement mensuel à 800 euros. Peut-être que vous allez signer, enfin vous allez avoir derrière trois rendez-vous et vous allez en signer un, bah voilà, en moins d'une semaine, vous avez fait 800 balles par mois, peut-être engagé sur 6 mois, peut-être sur 12 mois, ça dépend comment vous vendez les prestations. Mais ça peut aller assez vite par rapport à la monétisation vraiment orientée édition de site. Ça permet aussi de générer des revenus fixes, ce qu'on n'a pas forcément sur d'autres monétisations, enfin ce qu'on n'a même pas sur les autres monétisations. C'est rare que ça se pète quand même la gueule du jour au lendemain, mais on peut pas dire le mois prochain, je sais que je vais gagner 1200 euros. C'est impossible à dire, ça va vraiment dépendre du marché, des commandes, ce genre de choses. Et on voit qu'il y a quand même plus d'inconvénients que d'avantages, parce que moi j'aime pas trop la prestation justement. Du coup, l'inconvénient, tout simplement, c'est de trouver des clients. Même si on a un fort personal branding, ça va venir un petit peu vers nous au fur et à mesure. Mais quand on débute vraiment de zéro, on est obligé de démarcher, de créer du contenu sur les réseaux sociaux ou sur notre site, de mettre en place une stratégie de référencement naturel, peut-être des campagnes ads. Enfin, il y a vraiment un travail à faire pour trouver des clients, grosso modo. Il y a aussi toute la partie relation client qu'on est obligé de gérer, tout ce qui est avoir des deadlines. Moi, si demain j'ai pas envie de bosser sur mes sites, mes propres sites, bah je bosse pas. Alors que si demain j'ai dit à un client qu'il fallait que je lui rende mon analyse sémantique, bah je dois respecter mes délais, quoi. Et donc c'est cet aspect-là qui est un petit peu chiant, avoir des deadlines, gérer la relation client, la pédagogie client, avoir des réunions, ce genre de choses. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait kiffer. Difficile de scale, comme je disais, si on est tout seul, on vend son temps. Donc si on veut vraiment scale, bah faut passer au format agence, trouver des partenaires, des gens avec qui travailler ou faire de la revente de leads comme fait Paul, ça peut aussi être intéressant. Pour moi, on a aussi moins de liberté quand on fait de la prestation parce qu'on bosse sur des sites clients qui dépendent vraiment du coup, le chiffre d'affaires va dépendre des actions que vous allez réaliser sur le site et du coup, vous allez moins pouvoir être enclin à mettre en place des stratégies que vous connaissez pas forcément, enfin faire des tests, grosso modo.
Vous avez aussi pas forcément le choix des thématiques. J'en sais rien, moi, si vous êtes anti-chasse et vous avez vraiment la dalle et que demain il y a un client dans la thématique de la chasse qui va venir, bah, vous allez le signer même si ça vous fait chier parce qu'il faut bien manger à la fin du mois. Et puis on peut aussi avoir des problématiques de budget client qui sont limitées par rapport à leurs attentes. Donc il va y avoir tout cet aspect de pédagogie, leur expliquer que c'est pas forcément possible de se positionner sur ce mot-clé, talali, talala. Du coup, quel business model on choisit à partir des 7 points qu'on a vus avant? Pour moi, ça dépend vraiment des personnes, de son stade, de où on en est. Il va falloir prendre en compte tout simplement ses compétences actuelles. Si on part vraiment de zéro, si on n'a aucune compétence en création de site, en SEO, en marketing global, il y a déjà du taf sur l'apprentissage avant de se lancer. Si vous êtes déjà dev, par exemple, vous allez avoir des facilités à monter des sites. Donc, il y a peut-être des monétisations qui sont plus appropriées pour vous par rapport à ça. Il faut aussi prendre en compte son besoin d'urgence de faire de l'argent. Potentiellement, si on a besoin de faire de l'argent rapidement, on va peut-être pas se lancer sur de l'affiliation, par exemple. On va potentiellement plus se lancer sur faire de la presta, faire du discover si on a déjà des sites. Enfin, c'est vraiment en fonction de chaque personne et de chaque besoin de chaque personne. Prendre en compte aussi l'investissement en argent disponible. Si vous avez des gros moyens, c'est peut-être plus intéressant d'aller sur des business models comme de l'affiliation, puisqu'il va falloir des budgets d'investissement un petit peu plus gros, ou même directement racheter des sites si vous avez des compétences. Et prendre aussi en compte l'investissement disponible en temps. Plus vous allez avoir de temps, plus vous allez pouvoir bosser sur des business models qui demandent d'être précis, d'aller en profondeur. Alors que moins vous allez avoir de temps, moins plus vous allez devoir choisir des business models simples à déléguer, simples à mettre en place et qui ne sont pas trop énergivores. Par exemple, Discover, c'est pas trop approprié. Donc, quelques exemples. Si on a besoin d'argent rapidement, pour moi, le meilleur business model, c'est de choisir la prestation, si évidemment on a déjà des compétences. Euh, Si on a peu de compétences, on va aller sur des business models plutôt simples, vente de liens, vente de leads, dropshipping. Et si on a peu de temps à investir, on va aller sur des business models, encore une fois, où ça peut facilement être délégué. De la vente de liens, de l'affiliation, on peut déléguer toute la partie contenu, la partie campagne de netlinking, même la partie création de site web. Donc c'est vraiment propre à chacun et à d'où vous commencez grosso modo aujourd'hui. Et donc là, on va passer un petit peu dans le concret et voir comment exploiter grosso modo les différentes monétisations aujourd'hui. De la vente de liens, du coup, pour moi, c'est vraiment le business model le plus simple à lancer aujourd'hui, qui peut rapporter assez rapidement quand même des sous. Le process, il est assez simple. L'idée, c'est de trouver un XP sur une thématique où il y a de la demande. Donc, ça va être du casino, du CBD, de la voiture, de la maison, de la santé, enfin, les grandes thématiques, grosso modo, que vous retrouvez sur les plateformes. Vraiment, le gros du travail, il se fait là, c'est de trouver un XP qui a des bonnes métriques, qui a un historique de traf, qui a des pages indexées et qui a des liens rares. Des liens rares, tout ce que j'appelle des liens rares, ça va être des liens médias, des liens depuis des institutions, des liens en point .gouv, ce genre de choses. Enfin, éviter tout ce qui est liens génériques provenant des sites de vente de liens classiques, que des liens annuaires, que des liens un petit peu pourris, quoi, grosso modo. Vraiment, le gros travail dans la réussite de ce projet de vente de liens, c'est de trouver un XP qui marche. Ensuite, bah, tout simplement, on va remonter les anciennes URL pour bénéficier de l'ancien trafic, récupérer les positions et récupérer les positions sur les mots-clés. Trouver des mots-clés peu concurrentiels sur la même thématique. Donc là, je montre plusieurs méthodes dans la formation justement sur le Learning Club pour trouver des mots-clés peu concurrentiels sur la thématique historique du nom de domaine et relancer des articles, donc notamment sur rédiger du contenu et les différentes méthodes de rédaction, on va dire pas chères pour faire de la vente de liens. Ensuite, en fonction de l'expiry que vous avez trouvé, l'idée, ça va être de potentiellement lui rebalancer quelques petits liens ou faire du lien T2 sur les anciens gros liens que vous aviez pour redonner un petit peu de patate, un petit peu de jus à votre site et aller chercher des bonnes positions pour gonfler vos courbes de trafic. Et puis après, grosso modo, l'idée, ça va être d'augmenter ces métriques globales, TF, trafic, RD, pour avoir un bon site global qui a minimum 50-100 RD, qui fait minimum 5-6 000 de traf SMrush, qui a un petit TF à 25-30. Et là, normalement, si vous êtes sur une thématique que j'ai citée avant, il n'y a pas de souci, vous allez faire des ventes, que ce soit sur les plateformes ou en direct. Et aussi, bah, pour se démarquer un petit peu, justement, avoir un joli thème, un truc qui fait un petit peu média, avec un vrai logo, parce qu'il y en a qui prennent vraiment pas soin de leur site de vente de liens, et notamment en direct. Il y en a pas mal qui sont un petit peu plus attentifs à tout ce qui est thème, enfin, comment est travaillé le site de manière générale, est-ce qu'il y a des logos, est-ce qu'il y a des auteurs, est-ce qu'il y a le maillage interne est travaillé, ce genre de choses. Du coup, quelques petits points là au niveau de la vente de liens en 2023, justement, pour arriver à se démarquer de la concurrence. Est-ce qu'on choisit des sites thématiques ou plutôt des sites généralistes? Pour moi, les sites thématiques, ça marche quand même beaucoup mieux.
généraliste. On l'a vu, ça a bien marché avec Next Level pour vendre des liens sur plein de thématiques. Mais là, c'est pas forcément le moment de faire des sous avec Next Level. Et du coup, pour moi, les sites thématiques, c'est quand même mieux que ce soit sur du long terme, après, pour faire du discover, pour se positionner plus facilement, pour vendre ses liens plus chers. C'est quand même plus intéressant pour moi de faire des sites thématiques. Et après, ça permet aussi de multiplier les monétisations. L'idée aussi, c'est de différencier de la masse sur les articles que vous allez faire. Donc éviter les trucs bateaux, vraiment les articles de 300 mots, une image mise à la une. On fait des articles vraiment poussés avec plusieurs H2, on fait minimum du 500, du web, même du 600 mots. On met une image mise à la une, ok, c'est très bien. On remet au moins une ou deux images dans le contenu. On met potentiellement une vidéo YouTube. On peut intégrer des citations. On peut intégrer des extraits des réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment d'avoir un site bien travaillé pour donner confiance à l'annonceur qui va acheter sur notre site et aussi tout simplement pour envoyer des bons critères, des bons signaux à Google pour mieux se positionner. Combiner les monétisations, ça c'est ce que je disais, mais bosser Discover, bosser l'affiliation, créer potentiellement un vrai média si Discover commence à bien prendre sur votre site. Travailler le direct aussi, c'est vraiment important. Moi, je le vois de plus en plus sur mes sites, avec de plus en plus de demandes en direct. Et notamment, par exemple, si vous êtes positionné sur une requête logicielle, j'en sais rien, moi, comparateur de logiciels, j'en sais rien, de SEO ou quelque chose comme ça, il y en a qui vont vous contacter en direct pour acheter un lien. Donc, par exemple, vous avez fait le top 5 des meilleurs logiciels SEO en 2023. Potentiellement, cette personne qui vous contacte n'est pas citée dans cet article, donc il va vous demander de le citer en mettant un lien. Et en plus de ça, potentiellement, vous pouvez aussi négocier avec eux pour directement avoir une affiliation. Ce qui permet, en plus du lien, de négocier une affiliation sur votre article qui fait déjà du trafic. Et du coup, automatiquement, vous allez gagner un petit peu plus de sous avec vos articles. Et multiplier avec vos articles qui rankent votre nombre de sites, ça peut être assez intéressant. Et pour moi, le critère vraiment le plus important pour faire de la vente de liens de manière récurrente, ça reste le trafic sur SEMrush du coup, mais aussi le vrai trafic, qui est pour moi le critère le plus regardé par les annonceurs aujourd'hui pour acheter des liens. Et la partie vente de leads qui vous intéresse bien, si j'ai bien compris. Là, l'idée, c'est va être d'identifier une thématique avec des prestations vraiment à un tarif élevé. On va chercher des prestations vraiment assez chères. Alors, on peut aussi trouver des thématiques où la prestation est un petit peu moins chère. Quand je dis moins cher, c'est minimum 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Mais on peut aussi trouver des thématiques où vraiment la prestation est beaucoup plus chère. Ça, évidemment, c'est le plus intéressant. Mais c'est aussi plus difficile de convertir parce que on ne convertit pas une personne sur un budget, sur un devis à 250 000 euros que sur un devis à 3 000 euros. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier des thématiques avec des prestations à tarif élevé. Je vous donne quelques niches sur la prochaine slide, donc patientez un petit peu. Identifier ensuite les mots-clés business autour de ces thématiques. Donc ça va être des mots-clés prix, ça va être des mots-clés tout simplement, je ne sais pas, si vous êtes sur la niche des tables en céramique, par exemple, vous allez chercher table en céramique sur mesure, table en céramique dimension, table en céramique j'en sais rien moi, 3 pieds, ce genre de choses. Là, ça peut être intéressant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier tous ces mots-clés. Ensuite, on va créer les pages associées à ces mots-clés. Tout simplement, généralement, ça va être des pages de contenu avec potentiellement, en fonction des niches, des images, des vidéos. Petite campagne de netlinking pour aller chercher après des petites positions. Donc moi, ce que je fais de plus en plus, c'est des liens forums qui marchent bien. Je bosse avec Alex SEO, que vous pouvez retrouver sur Twitter, qui fait des très bonnes campagnes de netlinking qui fonctionnent bien, donc ça j'aime bien. Des petits liens locaux aussi, si on fait un site de vente de leads plus orienté annuaire avec des pages où on va chercher des artisans locaux. Là, c'est intéressant d'aller chercher des liens locaux, que ce soit des associations, des mairies, ce genre de choses. Et ça peut aussi être intéressant de monter un petit PBN pour aller pousser ces sites. Ce qui est vraiment important aussi sur ces sites de vente de leads, c'est de travailler la conversion et la qualité des conversions. Donc, il y a des choses à mettre en place, des pop-up de sortie. Ça, c'est pas mal pour récolter juste un mail ou un numéro de téléphone qui peuvent être intéressants. Formulaire opti, donc pas avoir des formulaires qui sont trop gros, bien les tester régulièrement, voir s'ils fonctionnent et voir si vous recevez bien les leads. C'est aussi intéressant de donner des fourchettes, un temps pour remplir son formulaire. Par exemple, votre H2, vous allez mettre remplissez ce formulaire en moins de 2 minutes ou ce genre de choses. Avoir donné un délai à votre visiteur, c'est plutôt sympa. Et sur les niches aussi, potentiellement sur du meuble sur mesure, des mobiliers sur mesure, où les gens n'ont pas trop conscience de combien ça coûte, c'est intéressant de donner des fourchettes de prix avant le form pour filtrer un petit peu et avoir des leads uniquement qualifiés. Et puis après, l'idée, tout simplement, c'est de lister les partenaires potentiels. Donc là, vous allez pouvoir les trouver sur les réseaux sociaux, regarder un petit peu dans les SERP, éviter de prendre les premiers, évidemment. Vous pouvez prendre ceux qui font des ads, ceux qui sont en page 2, en page 3 sur les mots-clés que vous ciblez. Vous pouvez aussi en trouver pas mal avec des annuaires, avec les pages jaunes, tout ça. Vous pouvez trouver
des partenaires qui sont pas forcément, qui ont pas forcément de site internet, de présence en ligne, mais qui sont recensés sur les annuaires. Et après, l'idée, c'est de les contacter, du coup, de préparer une liste de questions, notamment sur la manière dont ils closent les leads que vous allez envoyer, leur fourchette de prix pour le produit que vous allez vendre. Est-ce que derrière, eux, ils font de la relance une fois que vous avez envoyé les leads au bout d'une semaine, par exemple. L'idée, c'est de préparer une liste de questions que vous allez poser à tous les partenaires, vous allez noter les réponses, et après, vous allez essayer de conclure justement en fonction des réponses un deal avec les meilleurs partenaires que vous avez identifiés sur votre thématique. Quelques petites niches d'univers, on va dire, que je vous donne pour faire de la vente de leads. On a tout ce qui est mobilier sur mesure qui marche assez bien. Ça peut être des tables sur mesure, des meubles sur mesure, de la cuisine sur mesure spécifique. Ça peut aussi être dans tout ce qui est décoration, aménagement sur mesure dans l'univers de l'habitat. Donc ça peut être du claustrat, des escaliers, ça peut être des portes, ce genre de choses. Enfin, faut creuser un petit peu, mais il y a pas mal de niches intéressantes. Ça peut aussi être dans le domaine du sport, tout ce qui va être, là on est sur des devis qui sont un petit peu plus gros, tout ce qui va être terrain de sport, potentiellement des cities, c'est des choses comme ça. Alors ça dépend parce que parfois ça fonctionne avec appel d'offres. Quand on est sur des projets, des mairies, des choses comme ça, généralement ça fonctionne sur l'appel d'offres. Donc il faut bien faire gaffe au sport qu'on va choisir, si c'est vraiment les clients sont que des B2B ou s'il y a aussi du B2C. Mais ça peut être de la pelouse synthétique par exemple qui se développe de plus en plus pour les terrains de football. Il y a pas mal de choses à faire aussi sur le domaine du sport. Et après, sur le domaine de l'événementiel aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Du lead pour des mariages, où là, les devis sont quand même assez intéressants. Et après, on peut segmenter un petit peu plus en allant sur des prestataires, où là, les devis sont pas forcément énormes, mais il y a moyen de faire des partenariats qui sont sympas et d'avoir des leads assez récurrents sur des magiciens, des DJ, des décorateurs, ce genre de choses. Et juste petit point, quand on choisit sa niche, faire attention à la disponibilité des partenaires. Vous pouvez avoir des niches où tout simplement les artisans ils vont en avoir rien à foutre de vos leads. Je prends l'exemple je sais pas, du ravalement de façade. Bah, c'est un domaine où il y a peu d'artisans finalement et de manière naturelle, leurs agendas sont généralement bookés. Et du coup, vous pouvez leur transférer des leads. Les mecs vont soit pas avoir le temps de les traiter ou pas tout simplement avoir l'envie parce qu'ils ont déjà un agenda qui est bien rempli. Donc ça, c'est important de justement quand vous faites vos appels aux prestataires, quand vous testez un petit peu le marché, c'est intéressant de poser ce type de questions. Voir comment fonctionnent les niches, c'est ce que je disais un petit peu au-dessus. Si c'est des appels d'offres, bah, c'est bien d'être positionné en SEO, mais ça ne va pas vous apporter grand-chose finalement. Donc comprendre un petit peu la démarche de comment fonctionne la niche en termes de business. Et puis suivre aussi les tendances. Comme je disais, bah, par exemple, il y a tout ce qui est lié à l'écologie qui se développe de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de demandes pour des maisons écologiques, ce genre de choses. Des tendances sur le sport qui se développent aussi, où il y a des choses assez sympas à faire. Toujours suivre les tendances pour trouver des opportunités intéressantes par rapport à une niche, un secteur d'activité. Et dernière slide, si je ne me trompe pas, quand ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'idée après, ça va être de diversifier au fur et à mesure les sites et les différentes monétisations qu'on va pouvoir avoir pour éviter les risques justement de retomber à zéro et surtout bah, pour s'amuser aussi parce que si on fait juste de la vente de liens, comme je disais, au bout d'un moment, on va un peu se lasser. Donc l'idée, c'est de déléguer le process et aller sur d'autres choses. Créer des vraies relations avec vos partenaires. Donc ça, c'est principalement sur de l'AFI ou de la vente de leads. Moi, par exemple, je fais un point mensuel avec mes partenaires sur de la vente de leads, ce qui permet vraiment d'avoir une vraie relation, de suivre les tendances du marché, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a optimisé. Et au final, c'est un petit peu comme un pote, un client, le prestataire, parce qu'on bosse ensemble pour faire du business, et ça, c'est plutôt cool. Et ça apporte, comme je disais, d'autres opportunités derrière. Pensez à revendre aussi pour investir sur de plus gros projets. C'est intéressant de revendre un site quand il commence à faire pas mal de sous, quand vous pensez que vous arrivez aux limites, en fait, et que tout simplement vous pouvez le revendre pour prendre un bon billet et investir derrière, ça peut être intéressant. Et puis, moi, je suis assez pessimiste sur l'avenir du SEO et du coup, j'aime bien sortir aussi de l'argent du SEO pour investir sur d'autres choses. Donc, ça peut être des SaaS, comme il en parlait Alexandre avant, ça peut être des outils, ça peut être un side business qui n'a rien à voir avec le SEO, mais vous utilisez le SEO comme canal d'acquisition pour pousser votre business. Ça peut être de l'immobilier, enfin, grosso modo, sortir de l'argent du référencement naturel pour l'investir sur d'autres business qui vont grossir aussi au fur et à mesure et vous apporter de l'argent. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette conférence vous aura plu. Je pense que j'ai été un peu vite, mais j'avais pas mal de slides. Donc j'espère que vous avez bien tout compris. Et puis bah, j'espère que tout s'est bien passé. Ah, c'était top, hein. Très, très complet. Ouais, j'avais pas mal de slides quand je m'étais entraîné. J'avais fait 1h10, donc je me suis dit, il va falloir que je Ok. brûle pour que ça soit dans les temps. Non, non, franchement, c'était très, très complet. C'était bien de décomposer chaque modèle économique. Plutôt intéressant. En plus, avec ton retour d'expérience. Et j'ai quelques petites questions. Est-ce que déjà tu pourrais définir génération de leads? Comme tu disais, c'est très Ouais. flou.
Ok, Très peu de personnes savent véritablement à quoi ça sert, comment ça se fait, etc. Donc, ok. si tu es chaud de définir ça. Et ben l'idée, en gros, c'est tout simplement de, enfin, sur toutes les thématiques, grosso modo, c'est pas de la vente de produits directs sur du e-commerce. Ça va passer par de la génération de leads. Donc, en gros, c'est des personnes qui vont arriver sur un site et qui soit vont remplir un formulaire, soit vont vous contacter par téléphone, soit vont prendre un rendez-vous sur Calendly. Et derrière, vous allez récolter des données, donc que ce soit un email, un numéro de téléphone, qui va être transmis à votre partenaire. Et vous, ce partenaire, derrière, va traiter ce lead, donc va soit le contacter par téléphone, par mail, par SMS, qui veut, pour tout simplement essayer de closer un deal sur les informations qui ont été poussées par le partenaire, enfin par le client. Donc par exemple, sur une liste du mobilier, vous allez demander les mesures, le bois souhaité, pour quelle pièce, s'il a des exemples de photos. Donc ça, c'est des données que vous allez récolter dans le formulaire qui ensuite vont être transmis à votre partenaire qui, lui, soit va directement contacter pour affiner le lead, ou soit va potentiellement directement envoyer un devis à partir des informations qui ont été transmises par le client. Ok, top. Au moins, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et une Ouais. question qui revient tout le temps, comme tu le sais, comment tu traques les leads? Parce que généralement, il n'y a pas de méthode mystère. Ouais, moi en gros les leads, j'utilise Jotform pour faire mes formulaires. C'est pas mal, je trouve, ils sont pas mal, enfin ils sont assez UX, tu peux bien les moduler comme tu veux, ils sortent bien sur mobile. Du coup, les formulaires c'est Jotform et après ils arrivent dans un sheet qui est partagé avec le partenaire. Mais là, j'ai pas encore de notification automatique quand il y a un lead qui arrive. Il faudrait que j'ai une notification automatique, tu vois, qui parte au partenaire pour que vraiment le lead soit traité le plus rapidement possible. Donc ça, il faudrait que je mette ça en place rapidement. Mais ouais, si après, ça arrive dans un sheet. Et après, j'ai le deuxième modèle, comme je disais, avec la mise en avant des coordonnées téléphone. Ça dépend des niches, tu vois, mais sur des trucs justement du mobilier sur mesure, des trucs comme ça, les gens, ils aiment bien téléphoner, enfin avoir d'autres infos, avoir des exemples, ce genre de choses. Et du coup, tu vois, je mets en avant les coordonnées de mon partenaire. Donc, généralement, c'est juste le numéro de téléphone. Et comme ça permet que la personne, elle appelle directement par téléphone. Et ça passe directement à mon partenaire. Ça passe pas par moi qui dois rediriger les appels et tout. Et j'ai aussi le Calendly. Ça, c'est pareil, ça dépend des thématiques. Mais où là, au cas où le mec peut pas appeler instantanément, il souhaite pas forcément faire un devis, il souhaite vraiment échanger, et peut-être avoir 15-20 minutes accordées avec le partenaire, j'ai un Calendly où le client peut directement prendre un rendez-vous en fonction de l'agenda du partenaire. Et du coup, c'est pareil, ça arrive direct au partenaire et là, c'est booké. Pareil, tu as toutes les infos. C'est un formulaire amélioré, on va dire, pour prendre du lead. Après, comme tu dis, ce business est très puissant, mais il y a quelques inconvénients, notamment, par exemple, l'assiduité du partenaire. Le fait que, Ouais, est-ce qu'il ouais, sera ça, c'est. vraiment, est-ce qu'il va traiter les leads directement? Effectivement, on peut se prendre une quenelle, comme disait Yannick, mais dans tous les business, tu peux te Mm, prendre une quenelle. Tu peux faire de la vente de liens et ne pas être payé. Tu peux te faire shave en affiliation. De toute façon, c'est partout mm. pareil. Donc, si tu as peur, tu fais rien. Mais généralement, bon, si un partenaire fait pas le taf, t'en testes un autre. Par Ouais, exemple, c'est ça, ouais. nous, pour du lead SEO qu'on a beaucoup généré en France, on les traite en interne, mais les leads espagnols ou US, on les envoie à des partenaires. ES, ça n'a pas Ouais, abouti, US non plus, tu vois. Mais effectivement, si on avait vraiment besoin de cash, on aurait testé d'autres partenaires et ouais, ça aurait abouti. C'est plus peut-être, bon Bah, je, voilà, peut-être je me suis fait shave ou je sais pas, tu vois, mais en soi, mm. mais Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus grand monde, tu vois, sur ce business model-là, c'est que tu as vraiment la barrière à l'entrée en mode c'est c'est ça. facile en vrai de trouver un partenaire, mais c'est difficile d'avoir la vraie relation, la confiance et tout avec le partenaire. Et enfin, c'est pas comme t'inscris ton site sur une plateforme et tu peux Ouais. faire des sous dès demain. Là, faut que tu aies la confiance du partenaire, ça met un certain temps, mais une fois que c'est en place, il y a peu de chances que quelqu'un vienne te voler ton partenaire, vienne te casser les couilles sur ta niche. Une fois que c'est en place, là, c'est vraiment passif, tu vois. Ah, quand ça tourne fort, c'est sûr. C'est comme tu as Ouais, dit, c'est ça. barrière à l'entrée, mais déjà des niches Ouais. beaucoup moins concurrentielles. Effectivement, tu dois générer quelques leads sur le Typeform, le calendrier, tu prospectes deux, trois acteurs et tu testes effectivement si ça match entre le partenaire et le lead. Mais c'est sûr que Ouais, si ça marche fort par rapport à l'affiliation où tout le monde peut s'inscrire sur les mêmes plateformes et faire les mêmes reviews. Donc, ouais, c'est ça, ouais. c'est c'est pas le même business, quoi. C'est pas le même level. Ouais. Et c'est vrai que je l'ai pas dit aussi, mais c'est important d'avoir un partenaire qui a un peu la fibre business, tu vois. Tu le sens aussi quand tu appelles les mecs. Que si tu vois, le mec, c'est un passionné, mais il a pas la fibre business, la fibre vente, Ouais, moi, ça me ouais, fait un c'est peu sûr. parce que c'est lui qui doit convertir, tu vois. Ouais. Et Ah, faut pas que ce soit un passionné genre, comme nous, hein. Faut que ce soit ouais, parce que nous, les passionnés, on aime bien donner gratuitement ce qu'on pourrait faire payer aussi. c'est clair.
Donc, il faut que le mec sache vendre un minimum au téléphone ou par mail ou Mm, qu'il ait un peu cette bien fiche sûr. business, quoi. Complètement. Sûrement une autre question qui n'a pas été posée mais qui revient souvent, c'est est-ce que tu attaques la niche en premier en SEO ou tu choisis le partenaire en premier? Je sonde toujours avant. Enfin, tu vois, en gros, je vais trouver la niche et je vais pas monter mon site et tout direct. Et tu vois, justement, je vais lister les partenaires et je vais les appeler, déjà poser mes questions et voir un peu comment ça se passe. Tu vois, tu peux avoir le truc justement que je te disais là où finalement ta niche, elle fonctionne qu'avec des appels d'offres. Bah, Ouais, t'as beau être premier en SEO, finalement, tu vas pas apporter beaucoup de bise. Donc, c'est vrai. et prendre des infos, même sur les montants des devis et tout, tu le sais pas forcément avant d'avoir appelé. Donc, j'appelle et si je vois que bah, tout me paraît cohérent, les devis sont bons, il y a des acteurs, il y a beaucoup de demandes en ligne, les mecs ont quand même ont un pôle pour traiter tes leads, bah, ça me paraît pertinent pour se lancer, quoi. Et après, je fais le site, du coup. Ouais, complètement. Et il y a Yannick qui nous dit, la négo, c'est quoi finalement? 10% de com? Alors Ouais, franchement, ça, ouais, après ça, ça dépend. Vas-y, je t'en prie. ouais, ça dépend des niches, tu vois. Sur les gros montants, généralement, tu es plus faible quand même. Et après, ouais, sur du mobilier, là, tu vois, j'ai un site sur du mobilier sur mesure, je suis à 15. 15 sur des devis qui vont de 800 à 7000, 8000 balles, tu vois. Ouais, Donc, ouais, donc c'est intéressant. bon, ouais, c'est pas mal quand même, ouais. Et après, ouais, enfin, plus les devis sont gros, plus tu baisses généralement aussi, quoi, c'est normal. C'est clair. Après, surtout quand tu es sur de la prestation, de l'intervention physique, mais quand en plus tu es sur de l'infoproduit, du truc Ouais, dématérialisé, là tu peux croquer des 30-40%. De toute façon, ouais, de fou. quelqu'un qui a déjà un produit clé en main, il a aucun coût fixe derrière, enfin c'est full bénéf, tu lui rapportes des clients, il va pas te dire non, tu vois. Donc en soi, Ouais, c'est clair. c'est celui qui a le client qui fixe son pourcentage. Effectivement, après Bah, s'il refuse, c'est que c'est pas rentable pour lui. ouais, c'est ce qu'on disait exactement la dernière fois, c'est quand tu appelles les partenaires, tu lui dis, c'est 60 litres tous les mois qui tombent, ils sont chauds, ils attendent juste que tu les appelles. Il y a personne qui te raccroche à la gueule, les mecs qui sont chauds, enfin, c'est toi qui vraiment qui gère l'échange, quoi. Bien sûr. Ouais, non, typiquement, c'est comme les agences marketing 360 ou autres. Souvent, c'est des pôles commerciaux. Ils signent le client, ils gardent peut-être 70-80% du chèque et les 20% après, c'est Mm. sous-traité au prestataire. Tu vois, techniquement, bon, le mec prend Mm. 20%, mais derrière, tu as le client, tu gères l'encadrement du client, les meetings, etc. Donc, 80%, ça peut paraître énorme, mais quand tu as le client, tu as fait le plus dur, Ouais, c'est malheureusement. ça, ouais, exactement, ouais. Bon, en tout cas, je vois que c'est le lead qui a pas mal intéressé. Ouais, ouais, ouais. Moi ça m'intéresse. C'est vrai que ça a été revenu aussi dans le chat. En tout cas, très très bonne conf, hein, même Davidou le dit, ça fait plaisir. Euh, Bah, tac, ouais, tac, c'est tac, je cool. Je regarde. t'avoue, j'avais un peu le stress pour une première, mais ouais, ça s'est bien passé, je pense. C'était très très lourd et surtout très très complet là. Une vraie conf. C'est vrai que ta conf a duré plus longtemps que les autres, vu qu'elle était très complète. Donc là, quelqu'un qui, par exemple, cherche à se lancer, qui a pas trop d'expérience, là, il pourra savoir très rapidement quel business vaut le coup par rapport à ses attentes, ses inconvénients ou autres. Ouais, Et, ouais, et je, c'était vraiment le but. Et je vais te poser une dernière question. Là, dans le contexte actuel, avec ChatGPT, l'IA, tous les outils qu'on a, voilà, en fin 2023, quelqu'un qui start de zéro, sur quoi il part, enfin, peut-être à sa place, tu vois, sans compétences, sur quoi Ouais. tu partirais? Bah, je dirais les deux que j'ai présentés là, tu vois, vente de liens pour avoir vraiment un truc passif, simple à mettre en place. Et en Ouais, parallèle, tu lances vraiment un site de vente de liens et un site de vente de leads en parallèle. Et tu feras tes premiers sous potentiellement plus avec ton site de vente de liens. Mais après, ton site de vente de leads va vite pouvoir rattraper une fois que tu auras trouvé le process. Et puis après, bah, l'idée, c'est de décupler, quoi, avoir plus de sites de vente de liens, plus de sites de vente de leads. Mais je pense que c'est vraiment ces deux business models-là qui sont les plus simples à lancer aujourd'hui, tu vois, qui nécessitent le moins de compétences SEO, qui sont les moins complexes en termes de connaissances, de compétences. Et puis, en termes d'investissement aussi, c'est assez faible. ok. Ouais, plutôt un format hybride, genre génération de leads, quelques EMD, et, Ouais. ou même, je sais pas si tu prendrais des expi, ou ça dépend des niches. Non, ouais, vente de leads, généralement, je suis sur de l'EMD. Non, je j'ai pas d'expi généralement sur vente de leads. Ok, et partie vente de liens, côté expi pour avoir du cash flow, faire du réseau, avoir un truc qui Ouais. se revend bien. Ouais, c'est ça, ouais, tu le montes et puis dès que tu arrives à des chiffres qui sont plutôt sympas, tu revends. Et comme ça t'engrange un peu de cash. Après, tu peux investir sur bah, des plus gros sites de vente de leads, t'achètes un site d'affi, enfin, tu diversifies, quoi. Ok, très très lourd ton retour d'expérience. Franchement, c'était une masterclass. Et dernière question que je vais te poser avant d'enchaîner sur la prochaine conf, c'est quoi ta vision, tes objectifs pour aller fin 2024? Tu te laisses un an pour
potentiellement tout éclater, c'est quoi tes objectifs, tes projets, qu'est-ce que tu aimerais faire? Bah là, tu vois, justement, enfin, j'ai parlé un peu de Discover, mais en soi, je l'ai pas encore vraiment fait. Donc là, je suis en train de préparer un peu tous mes sites pour aller bosser sur Discover. Donc je pense que si ça prend, là, ça va être pas mal ça sur la fin d'année. Et puis après, j'aimerais bien revendre aussi, continuer à revendre quelques sites de vente de liens et passer sur un bon gros site d'affi que je pense que du coup j'achèterais. Ce serait ça un peu les projets là pour les prochains mois et continuer aussi un peu sur l'aspect side business là que j'avais commencé à trouver d'autres produits à louer. Enfin là, j'ai déjà une piste qui peut être intéressante et continuer un peu sur cet aspect-là aussi, de vraiment avoir le SEO comme canal d'acquisition et d'avoir plein de petits, parce que ça reste des petits business au final, mais des petits business qui tournent autour et qui sont poussés via le SEO et qui me permettent d'avoir plusieurs sources de revenus assez différentes aussi, quoi. Et sur ton business de location, tu as des perspectives de développement? Comment tu vois le truc? Bah, ce serait franchise, mais compliqué à développer, je pense. Enfin, il y a déjà pas mal d'acteurs et tout. Donc là, je pense enfin, la manière dont je vais le faire, je pense, ça va être vraiment de défoncer le marché sur la zone où je suis. Là, je vais monter 3-4 sites et faire Dans du ta coup de la région? vente de leads. Ouais, Enfin, dans et ton faire vraiment département, pardon. ouais, et faire du coup de la vente de leads sur tous les leads que je vais avoir à mes potentiels concurrents Ok. et plutôt trouver d'autres produits que scale le produit que j'ai actuellement, parce que le modèle franchise, ça me paraît compliqué. Ouais, c'est vrai que toi, tu as le produit, mais pour connaître la niche, c'est assez concurrentiel. Et je pense qu'eux aussi sont demandeurs de leads. Quitte à Ouais, toi, moins de faire chier et leur filer les leads à coût fixe ou à pourcentage. C'est vrai bah, c'est ça. que, pas vu comme ça, en plus, tu as les mots-clés gagnants, tu as de la data que nous, on n'a pas si on n'est pas sur ta niche. Donc en vrai, tu as Mm. déjà pas mal d'avance. Ouais. Ouais, c'est ça, là, tu vois, même sur la ville où je suis, c'est pas intéressant d'en avoir deux, parce que j'ai des demandes en double, mais ça reste assez faible. Donc, tu vois, vraiment, l'intérêt, c'est d'aller chercher vraiment le top 3 top 4 avec 4 sites différents, et puis de revendre aux prestataires derrière. Et ça peut faire un Ouais. bon complément aussi tous les mois, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ouais. Ah, j'y avais Et pas puis pensé. vraiment de défoncer le marché, quoi. Florentin, je te laisse le mot de la fin. Encore bravo pour cette conférence. C'était très très lourd. Et bah déjà, grand merci à toi d'organiser ce type d'événement, parce que c'est cool d'avoir des conférences comme ça, tu vois, en gratos, en ligne, accessible par tout le monde. Donc un grand merci à toi et puis un merci à tous ceux qui ont écouté. Si vous avez des questions, je reste disponible sur Twitter ou ouais, principalement sur Twitter, ouais. Donc n'hésitez pas, je réponds assez rapidement et voilà. Merci beaucoup. Attends, je vais envoyer ton Twitter. Hop, hop. Merci mec. Prends soin de toi. Longue vie à toi dans le business et à très vite. Ça roule, à la prochaine, salut Romain. Ciao Florentin. À plus. Ciao.